Monsieur Hervé. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. J'aurais donc deux questions en complément de celles que vient de vous poser Patrick Kanner. La première sur les questions d'articulation de la compétence du SAMU avec la compétence des pompiers, puisque c'est quand même un sujet important. Et dans nos territoires, les SAMU, les SMUR sont amenés à intervenir et souvent les pompiers également, y compris notamment sur les questions d'évacuation sanitaire de certains centres hospitaliers vers d'autres centres hospitaliers dans les régions moins concernées. Quel retour avez-vous sur cette articulation importante? Et par ailleurs, vous avez évoqué tout à l'heure la question de la reconnaissance de la maladie professionnelle, du Covid comme une maladie professionnelle. Vous avez dit que vous attendiez une réponse. Est-ce que cette réponse est imminente ou est-ce qu'il faudra encore attendre quelques semaines pour avoir cette réponse et rassurer les pompiers notamment, mais ils sont parmi évidemment d'autres à être exposés à ce virus et à peut-être malheureusement pour ceux qui sont concernés et qui auraient des séquelles devoir justifier la reconnaissance de la maladie professionnelle. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Sénateur. Globalement, sur la mobilisation des sapeurs-pompiers au profit de la gestion de crise et de l'ensemble des acteurs de la santé, je vais évoquer une note que j'ai sous les yeux en vous disant que quand je l'ai lue, elle m'a impressionné. Et pourtant, je suis, comme vous, un élu territorial, local. J'étais administrateur d'un SDIS, et donc je sais la polyvalence des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Mais ce que j'ai vu dans la note que je vais évoquer très rapidement devant vous, c'est vraiment cette capacité d'adaptation. Parce que ce sont des acteurs territoriaux avec des connaissances territoriales, personnelles, des liens, etc., qui travaillent à la fois sous l'autorité d'un conseil d'administration d'élus et en même temps du préfet. Et ça donne une culture qui est assez significative. Et je peux vous dire que leur engagement est total, personne n'en doute, mais en appui, en soutien sur toute une série de sujets. D'abord, ils ont assumé une administration de l'accueil, très vite, partout où c'était nécessaire, dans un très grand nombre de départements. Ils ont mis en place des structures intermédiaires d'accueil de patients vis-à-vis du monde hospitalier, avec des tentes, des postes, des postes médicaux avancés, des modules d'appui. Ils ont répondu, là aussi, avec une grande approche pragmatique, ils l'ont fait. Vous avez évoqué le lien avec les SMUR. Ils ont très vite fait un soutien à la couverture opérationnelle des SMUR. Globalement partout, mais pas partout. Parce qu'il y a des endroits encore dans ce pays où ça ne se passe pas bien, entre les blancs et les rouges. Je le regrette. Et si certains savent les complémentarités, en étant chacun à sa place, d'autres ont pu bloquer. Il m'est arrivé d'avoir des hélicoptères, même de la sécurité civile, qui ne soient pas utilisés parce qu'il n'y avait pas de médecins de l'hôpital disponible et qu'il n'y avait qu'un médecin de la sécurité civile. Et je ne vais pas donner l'endroit, mais c'est arrivé. Je m'en suis ouvert parce que je ne comprends pas comment ce genre de dysfonctionnement peut faire. Mais globalement, soutien opérationnel très puissant au SMUR, partout où c'était nécessaire. Un appui logistique sous forme de prêt d'équipement, là aussi, de façon très volontariste, très engagée, très proche du terrain, ce que chacun et chacune ici connaît bien. Des moyens humains mis à la disposition, parce qu'il y a eu une évolution, il y a eu un transfert, il y a moins d'accidents de la route aujourd'hui. On sait que c'est un sujet de fort engagement et de forte mobilisation de nos sapeurs-pompiers. Et donc, du coup, ils se sont engagés aussi pour armer d'autres moyens nécessaires en tant que de besoin. Ils ont apporté aussi un renfort significatif sur la régulation des appels et sur la régulation des appels du 15 en particulier, sur lequel normalement ils n'interviennent pas. Je ne vois pas le débat sur le numéro unique, mais nous pourrions peut-être après en tirer aussi quelques retours d'expérience et ce serait bien. Mais ils ont su aussi se mobiliser sur ce sujet-là, comme ils ont su aussi le faire en renfort de mission. Et si je prends un dernier exemple dont nous avons parlé, je vais en prendre encore plusieurs, hier avec les préfets et les ARS, c'est l'appui à la réalisation de tests virologiques, en particulier dans les EHPAD. Les ARS se sont appuyés aussi sur le réseau des pompiers pour développer les capacités d'intervention rapide dans les EHPAD pour procéder aux tests virologiques. Et donc, où l'armement des... je vais finir avec l'armement des centres Covid et le transfert de patients. Donc ils ont répondu vraiment de façon très significative, très engagée, et votre question me permet de souligner cela. Ensuite, il faut qu'ils aient du matériel, et je réponds à la question du président Kanner. Il y a une doctrine pour les équipements individuels de protection et les dispositifs d'accompagnement que nous avons mis en œuvre. La doctrine distingue ceux que nous avons spécialisés dans le transfert de malades patients
atteints du Covid, parce qu'ils ont aussi joué un rôle important dans les transferts, donc avec un niveau de protection très élevé. Et ensuite, toutes les autres situations où, là encore, ont été mis à leur disposition des moyens matériels, et là encore, laissés à l'appréciation. On revient au débat que nous avions sur les masques et les policiers. Les pompiers, qui ne sont pas placés sous l'autorité du ministère de l'Intérieur, font aussi preuve de discernement et d'adaptation. Il y a une doctrine qui a été discutée avec les SDIS, qui est la doctrine du 50 masques par semaine et par centre, qui permet du coup d'avoir cet équipement de proximité. Et en cas de suspicion de risque, je mets à part les transferts de patients atteints du Covid, parce que là, il n'y a pas de suspicion de risque, ils puissent faire en sorte d'avoir toujours ces moyens de protection. Nous avons mis en place, nous avons distribué 325 000 masques que nous avions dans notre dispositif, mais comme vous l'avez dit, la règle, c'est que ce sont les SDIS qui assurent le matériel. Globalement, je n'ai pas eu connaissance d'incidents d'alimentation. Par contre, j'ai donné des instructions au préfet qui étaient d'être à la disposition des présidents ou des directeurs de SDIS pour, s'il y a un trou dans la raquette, on voit comment on aide les pompiers à trouver cette solution. Et donc, du coup, sur ce sujet-là, je pense que les choses ont été plutôt claires. Il y a eu un renforcement des moyens, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, pour l'outre-mer. Et là aussi, un engagement particulier aussi de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise, y compris dans les moyens militaires qui ont été projetés, où on a mis aussi des moyens spécifiques de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise pour renforcer notre capacité d'intervention. Vous m'avez posé la question de la réponse sur la reconnaissance ou pas de maladies professionnelles. Je n'ai pas. Il faut dire que je l'ai lancé la semaine dernière. Donc je n'ai pas au moment présent la réponse sur ce sujet-là. Tout comme je n'ai pas de vision précise sur le nombre de personnes dans le corps des sapeurs-pompiers atteints du Covid. Voilà, je l'ai de façon évidemment beaucoup moins précise que ce qui est le cas pour la police et la gendarmerie ou pour les personnels de préfecture. Et ici, une question du ministre Caner, là, qui parle par expérience à la fois territoriale et ministérielle, sur les risques de guet-apens des pompiers. Je le disais tout à l'heure, vis-à-vis de nos forces de sécurité intérieure, on n'est pas sur un haut niveau de tension, mais il n'empêche que très régulièrement, on a des agressions de pompiers. Et là, on a renforcé les dispositifs, la cartographie territoriale. Ce n'est pas un phénomène nouveau, mais on l'a mise à jour et on l'a renforcé l'été dernier pour faire en sorte que quand ils vont sur des zones qui sont considérées comme potentiellement à risque, ils n'y vont qu'accompagnés par des policiers ou des gendarmes dans certaines zones périurbaines de compétences de gendarmes, et ils n'y vont que protégés dans ce cadre-là. Après, vous savez comme moi qu'aujourd'hui, quand il y a des guet-apens, généralement, on met le feu à une voiture pour faire venir les pompiers qui ne sont pas forcément la cible, mais qui sont des dommages collatéraux. Et ensuite, on attend que la police vienne, et c'est la police qui va être la cible. Donc ça, c'est un sujet de fond que vous avez connu en responsabilité, que nous connaissons, sur lequel il nous faut être très vigilants. Mais c'est vrai que les agressions contre les pompiers qui viennent sauver les gens, c'est toujours insupportable. Et ne négligeons pas quand même que dans plus de 50% des cas, l'agresseur, c'est la personne que les pompiers viennent sauver.